Bonjour à toutes et à tous. Merci de regarder cette nouvelle édition du Fond de l'Info. Le Fond de l'Info, c'est notre outil de veille qui nous permet de suivre l'actualité estivale, car bien entendu, l'actualité ne s'arrête jamais. Et le média ne s'arrête pas non plus. Si vous le pouvez, bien entendu, n'hésitez pas à nous soutenir via des abonnements et des dons. Aujourd'hui, je suis sur le plateau avec mes collègues Thomas Dietrich et Théophile Kouamouo, tout juste revenus de congé. Au sommaire de cette édition, la polémique dont on aurait pu se passer autour de la rafle du Veldiv de 1942, ou comment l'histoire est convoquée pour régler des comptes bien actuels entre le tweet de la députée insoumise Mathilde Panot et les déclarations polémiques de députés macronistes. Emmanuel Macron, qui, selon les informations de Jeune Afrique, profite de l'été pour faire la tournée des des anciennes colonies, comme le Bénin, le Cameroun. Mais que va-t-il donc fabriquer là-bas ? On décortiquera tout ça. D'un président à l'autre, on évoquera également la tournée de Joe Biden au Moyen-Orient, notamment en Israël et en Arabie Saoudite. Un choix qui a suscité la polémique après les morts de Shirin Abu Akleh en Palestine et de Jamel Khashoggi au sein de l'ambassade saoudienne en Turquie. Un choix indissociable de la guerre en Ukraine et de ses terribles conséquences économiques. On y va. La semaine a été marquée par une triste polémique autour de la rafle du Veldiv de 1942, une tragédie qui a donné lieu à de multiples récupérations politiciennes entre le tweet de la députée insoumise Mathilde Panot et les déclarations polémiques des députés macronistes. Je pense que ce drame du Veldiv de 1942, qui 80 ans plus tard continue à hanter nos mémoires. Il n'y a plus beaucoup de survivants, mais c'est quelque chose qui a marqué profondément la mémoire collective. Il faut se souvenir que 12 500 juifs, français et étrangers ont été raflés, notamment des enfants, par la police française, notamment René Bousquet et le gouvernement collaborationniste de Vichy. Et c'est vrai que 80 ans après, ce qu'on voit, c'est on a des récupérations un peu politiciennes. C'est vrai qu'il y a eu un tweet de la députée insoumise Mathilde Panot qui a beaucoup été critiqué, qu'on a traité à tort d'antisémite, mais qui peut-être ce tweet-là était en tout cas pas à la hauteur de l'événement, du drame qui s'est passé en 1942. Et après, en face, on a eu des réactions, notamment d'un obscur député macroniste qui a dit que Pétain, finalement, il y avait deux Pétains, celui de la Première Guerre mondiale et celui de la Seconde Guerre mondiale, ce qui est totalement scandaleux et ce qui rejoint les propos d'Emmanuel Macron qui avait dit que Pétain était un grand soldat. Le président Emmanuel Macron n'a jamais mis à l'honneur le maréchal Pétain, et on voit pas le rapport avec les 89 députés RN, parce que pour beaucoup, RN et Insoumis, c'est à peu près la même chose. Et je rappelle qu'il y a un antisémitisme d'extrême gauche très prégnant, très présent, et elle ne le dénonce jamais. Peut-être qu'elle est sur cette ligne-là. Elle fait référence probablement aux propos d'Emmanuel Macron en 2018, qui avait qualifié Pétain, je cite, de grand soldat. Alors bien sûr, il parlait de la Première Guerre mondiale, même s'il avait ensuite, dans la même phrase quasiment, condamné ses choix funestes. Il y a deux Pétains. Il y a celui de la Première Guerre mondiale et celui de la Deuxième Guerre mondiale. Il ne faut pas oublier ce qui a été fait pendant la Première Guerre mondiale. Alors, cette idée qu'on a et que partage notamment Éric Zemmour d'excuser le maréchal Pétain comme si finalement il y avait eu deux personnages. C'est comme si on disait demain, Hitler, il y a eu Hitler de 1918 qui a été gazé dans les tranchées, puis il y a eu Hitler de la Seconde Guerre mondiale. Ça n'a absolument aucun sens. Et d'ailleurs, en plus, c'est faux historiquement, puisque faut se souvenir que le maréchal Pétain, en 1917, avait fait mater les mutineries qui s'étaient déclenchées dans les rangs des poilus, des soldats français qui s'étaient révoltés contre les conditions indignes dans les tranchées, contre le fait qu'on les envoie à la mort, qu'on les utilise comme la chair à canon. Et Pétain avait fait fusiller des mutins, parfois sans procès. Il avait, on se souvient, en 1926, donc bien avant la Seconde Guerre mondiale, maté la rébellion du Rif au Maroc avec son camarade et ami Franco, qui plus tard deviendra le dictateur espagnol. Donc non, il n'y a pas eu deux Pétains. Il y a toujours eu un Pétain qui était antisémite, qui était dur, qui était violent et qui préfigurait finalement celui qu'il allait devenir. Qui était anti-Dreyfusard aussi. Anti-Dreyfusard, et qui préfigurait celui qu'il allait devenir en 1940, où il allait serrer la main d'Hitler à Montoire et où il a livré la France aux nazis. Et je trouve que ces propos polémiques qui tendent à réhabiliter que ce soit Pétain ou Maurras sont complètement indignes et devraient normalement être cantonnés à l'extrême droite. Et on ne devrait même pas, c'est-à-dire ça devrait être un temps de recueillement, un temps pour se souvenir que tout ça ne doit plus jamais arriver et en arriver à des
basse manœuvre politicienne où on essaie de disqualifier l'autre. Je trouve que c'est complètement indigne. On a souffert dans le Cher. Moi, je suis alsacien. Un de mes grands-oncles a été malgré nous, ça veut dire des Alsaciens qu'on enrôlait de force dans la Wehrmacht. Et puis, on l'a envoyé sur le front russe et il est mort quelque part entre la Russie et l'Ukraine. Donc, je pense que ça marque les mémoires collectives et c'est quelque chose qui mériterait plus de hauteur et de grandeur. Tu as raison, tout à fait raison. Je pense que c'était un moment de trépas immense pour la République. Et disons, le déni ou alors la stratégie de réconciliation gaulliste qui pouvait s'expliquer par la nécessité de continuer à vivre ensemble entre victimes et complices des bourreaux a peut-être justifié cette stratégie d'évitement. Mais effectivement, la France n'a pas pris assez vite la mesure de ce qu'elle avait commis en tant que nation, parce que on n'a pas changé de peuple entre 44, 45 et 46, donc c'est quand même une bonne partie de ce peuple qui a laissé faire ces rafles notamment. On peut imaginer l'état d'esprit, l'amertume des personnes qui sont en train de se déplacer dans ces trains-là, qui se disent mais pourquoi m'as-tu abandonné mon pays? Je veux dire, c'est quelque chose qui marque forcément les histoires, c'est aussi quelque chose qui témoigne de l'histoire de la police en France, parce que la police n'a pas été modifiée du tout au tout après 45. Et effectivement, ce qu'on peut considérer comme un aveuglement, ça ne nous a pas beaucoup aidé parce que les générations qui avaient vraiment connu ce moment étaient déjà en train de s'éteindre quand quelque part il y a commencé à avoir sous François Mitterrand des polémiques auxquelles Mitterrand a répondu de manière assez dure, assez violente et qu'on pourrait me considérer comme indigne pour un homme qui avait justement connu ces moments et ces réponses s'apparentaient à une sorte de refus de regarder l'histoire en face. Et puis il y a eu Jacques Chirac qui a enfin admis que quelque part c'était l'État qui s'était fourvoyé, mais je pense que c'est aussi la nation quelque part qui s'est fourvoyée. C'est pas toute la nation, mais c'est une grande partie de la nation. Et le fait que on en parle aujourd'hui comme ça, alors que les survivants sont morts, ça devient un enjeu quasiment intellectuel ou bien un enjeu cérébral. Or, c'est quelque chose qui est toujours présent dans ce qu'on peut appeler la phylogénétique ou bien l'expérience non dite des descendants de ces déportés qui ont été lâchement abandonnés par la mère patrie. Et quand on voit aujourd'hui des macronistes qui disent « Ah oui, mais c'est faux de dire que c'était des Français, c'était des étrangers, sauf les enfants. » Enfin, c'est atroce de dire ça. Parce que quand tu vis en France, tu es un fils de la nation. Et en plus, les enfants, justement, c'est ce qui est le plus important. On a abandonné les enfants français à l'occupant. Et en fait, aujourd'hui, des personnes qui sont normalement constituées essayent de rectifier ceux qui disent des Français en disant que non, les adultes étaient des étrangers. Donc, on a vraiment l'impression que c'est une histoire qui ne passe pas et qu'on aurait dû plutôt évoquer ce moment avec effectivement du recueillement et se demander comment on fait pour que ça ne revienne plus jamais. Et quand on regarde dans ces polémiques indignes qui ne devraient pas exister, des personnes qui utilisent des personnes qui ne sont pas d'extrême droite, qui, pour disqualifier leurs adversaires dans cette polémique qui déconsidère les deux camps, et même un peu nous, puisque dès qu'on en parle sous l'angle politique et politicien, on se salit, et bien, on voit des personnes qui sont propres sur elles, qui ont été ministres dans ce pays, évoquer le mot islamo-gauchiste en pleine polémique là-dessus, alors que effectivement ce mot n'est que la conséquence du mot, la suite d'une histoire qui commence par le judéo-bolchevisme, et donc des personnes qui, dans le même souffle, qualifient leurs adversaires d'antisémites et évoquent ce mot islamo-gauchisme. En fait, ce sont des gens qui manifestement auraient dû réfléchir avant de parler. Et c'est ça, je pense que c'est trop tard. C'est trop tard. On ne saura jamais quelle était la profondeur de la blessure de ceux qui sont désormais morts, à qui on n'a pas demandé de parler, à qui on a refusé la parole, puisque François Mitterrand, dans les années 80-90, refusait la parole aux gens qui avaient eu cette expérience et disait que c'est parce qu'ils n'aimaient pas assez la France, qu'ils n'étaient pas capables de faire taire leur singularité. C'est quelque chose qui est atroce et qui devrait vraiment nous amener à un peu de mesure. Voilà. On n'a pas abandonné des enfants à l'occupant. C'est-à-dire que nous-mêmes, les avons livrés à l'occupant. Il faut se souvenir qu'un écrivain collaborationniste qui sera fusillé à la Libération, qui s'appelait Brasillac,
de triste mémoire, qui se promenaient en uniforme SS pendant l'occupation, avait dit « mais n'oubliez pas les enfants, il faut les livrer ». Et que sur ces 12 500, 13 000 personnes qui seront raflées, il y aura quelques centaines d'adultes qui reviendront à la libération, dans l'état qu'on sait, avec le traumatisme des camps de la mort. Et donc, c'est quelque chose qui, effectivement, appelle à la retenue et au recueillement et pas à la politique politicienne. Il suffisait juste de dire pardon et de cesser de polémiquer. L'histoire a été souvent malmenée ces derniers mois, récupérée et réécrite au profit d'idéologies parfois nauséabondes. On se souvient notamment des falsifications historiques d'Éric Zemmour sur la chaîne de Vincent Bolloré, CNews, ou plus récemment de la réhabilitation de l'OAS au perchoir de l'Assemblée nationale. Oui, absolument, c'est dans le même ordre d'idées. On a vraiment l'impression que ce passé ne passe pas et parce que finalement on n'en a pas assez parlé. Éric Zemmour, effectivement, il intervient, il devient une sorte de personnage de la vie politique française au moment même où les personnes qui pourraient lui rabattre le clapet, en fait, elles ne sont plus là. Les personnes qui pourraient remettre en cause par leur expérience les bêtises qu'il raconte, elles sont décédées. C'est peut-être cela qu'on paye, le fait de ne pas avoir voulu en parler assez tôt. Et aujourd'hui, effectivement, ces falsifications historiques, quel est leur objet ? Pourquoi sont-elles mises en œuvre ? Quel est l'intérêt politique que celles et ceux qui agitent toutes ces fantaisies, entre guillemets, recherchent ? Il faut se poser la question. Et à mon avis, la désunion nationale, c'est une sorte aussi de déification de l'idée nationale. La France ne peut pas se tromper. Et c'est très dangereux, au-delà même du fascisme ou de ce qui peut en suivre. C'est-à-dire, quand on considère l'État plus que la nation comme une sorte de divinité infaillible, dotée de ce qu'on appelait jadis l'infaillibilité papale, on justifie tout. Tous les crimes qui ont pu être commis au nom de la nation, et on n'avance pas. Quand on tombe, on n'arrive pas à se relever, puisqu'il faut d'abord établir que la nation est un principe au-dessus de toute autre considération. Je pense que c'est une faute. Philosophiquement, ça ne peut pas exister. La nation se trompe, l'État se trompe, la nation faillit et l'État faillit. Et présenter au nom de la nation ses excuses et ses regrets, comme a pu le faire Jacques Chirac, c'est une bonne chose. Et on devrait apprendre de toutes ces périodes où la France n'était plus la France, à le dire sans pour autant avoir l'impression d'être dépouillé de quelque chose. Et il n'y a rien d'humiliant dans le fait de reconnaître que ceux qui nous ont précédés se sont trompés, et que nous aussi, nous nous trompons, et des fois lourdement. Surtout si on veut aller dans le sens de la réconciliation nationale. Thomas ? C'est vrai que ce qui s'est passé les quelques mois précédant la présidentielle, notamment sur la chaîne CNews avec Éric Zemmour, c'est l'écriture d'une sorte de contre-roman national. On réécrit l'histoire dans le sens d'une glorification permanente de la France qui aurait lutté contre des barbares, contre des étrangers. Ça commence avec le baptême de Clovis en 496, ça continue avec la Révolution. On dit que finalement la Révolution c'était qu'un innommable bain de sang et que ça n'a pas été toutes les libertés et les avancées qui ont pu être apportées. Ça continue avec la réhabilitation de la colonisation, la réhabilitation de la guerre d'Algérie, et ce récit national qui est déroulé de façon complètement mensongère à des heures de grande écoute, ça favorise la petite tambouille politicienne, la petite bouillabaisse qui est, encore une fois, de pointer les barbares étrangers et les barbares qui sont aujourd'hui les musulmans. Et tout ça, c'est pas glorieux. Alors ça fait longtemps qu'on utilise l'histoire pour servir la petite médiocrité politicienne, mais là, c'était particulièrement flagrant. Et le pire, c'est que c'est plus seulement l'apanage de l'extrême droite, c'est-à-dire qu'il y a une reprise aussi de la Macronie, du centre, quand par exemple Jean Castex vient au journal de TF1 en disant mais on doit quand même pas se flageller pour la colonisation. Faudrait quand même se souvenir que la colonisation c'était des centaines de milliers de morts, c'était du quasi-esclavage, rien qu'au Congo, alors c'était une colonie belge, c'était peut-être plusieurs millions de morts et des dizaines de millions de mains coupées, donc c'était ça la colonisation, et donc on a une réhabilitation qui n'est plus seulement l'apanage de l'extrême droite. Puis effectivement, il ne s'agit pas de flagellation, il s'agit de regarder le passé pour en tirer les leçons pour l'avenir et pour que plus jamais ça ne se reproduise. Oui, on a surtout avec la Macronie
des ministres ou même des députés qui soufflent le chaud et le froid. Enfin, on peut commencer par Emmanuel Macron qui, dans le même temps, disait que la France avait commis des crimes contre l'humanité en Algérie et que la France avait eu un rôle positif dans ses anciennes colonies. Pour parler encore de Emmanuel Macron, qui tente d'oublier ses malheurs sur la scène nationale et de se refaire une virginité internationale, il souhaite repenser d'ici l'automne l'ensemble des dispositifs militaires français en Afrique. Est-ce une vraie volonté de changement ou de l'esbrouf ? Quand moi j'étais petit, il y avait le marchand de sable qui passait quand on allait dormir, distribuer du sable. Et Emmanuel Macron, c'est un marchand de poudre de perlimpinpin. C'est-à-dire, il se balade avec son gros sac, il en distribue partout. Et il n'en distribue pas seulement que dans l'Hexagone. C'est-à-dire que ça fait des années qu'il annonce repenser la politique africaine de la France. Il avait commencé en 2017 à Ouagadougou par un discours célèbre où il disait « Ah oui, mais moi, je suis d'une génération qui ne dit pas à l'Afrique ce qu'elle doit faire ». Et finalement, il l'a dit à Roch Kaboré, qui était le président burkinabé, une blague très paternaliste. Du coup, il s'en va, reste là. Du coup, il est parti réparer la climatisation. Et depuis 5 ans, il y a une sorte d'esbrouf permanente où on dit, par exemple, on va mettre fin au franc CFA, qui est la monnaie qu'utilisent 14 pays africains et qui reste sous tutelle de Paris. Donc, on fait une sorte de semi-réforme, on instaure l'éco et en fait, il n'y aura pas grand-chose qui se passe. On organise un sommet à Montpellier fin de l'année dernière où on réunit plein d'Africains sous le mode de la Startup Nation, de l'échange, alors qu'en fait, on continue à maintenir ce lien de dépendance qu'on entretient avec l'Afrique. On raconte que on va mettre fin à l'opération Barkhane, qui est l'opération militaire qui est déployée au Sahel pour lutter contre le terrorisme et qui est unanimement honnie par les populations. En fait, c'est simplement un redéploiement, puisque la France aujourd'hui se retrouve chassée du Mali, puisque le gouvernement au pouvoir lui a appelé les mercenaires russes en renfort, et la France est bien obligée de se redéployer dans d'autres pays. Alors elle le fait au Niger, où elle est très amie avec le président Bazoum, qui a été élu dans des circonstances un peu troubles. Elle le fait aussi au Tchad, où elle est présente depuis longtemps et elle soutient la dynastie Déby, qui est une dynastie d'autocrates sanguinaires et qui s'éternise au pouvoir depuis 1990. Mais au fond, il n'y a rien qui change et il n'y a rien qui changera, puisque l'échec patent de la France dans la lutte contre le terrorisme est vraiment réel en Afrique, puisqu'on est là à se battre contre le terrorisme depuis 2013, depuis 9 ans. On y a dépensé alors les chiffres ne sont pas tout à fait clairs, mais entre 4 et 8 milliards d'euros. On y a perdu plus de 50 soldats. Et puis, le terrorisme, qui au départ était circoncis au sud de l'Algérie, au nord Mali, s'est étendu. C'est étendu de manière exponentielle, c'est étendu vers l'Est, vers le Niger, c'est étendu vers le Burkina Faso. Et puis aujourd'hui, s'étend plus près des côtes, au nord du Bénin et au nord du Togo. Moi, quand j'étais petit, mon papa avait construit des centres de santé, des hôpitaux au nord du Togo, et je vois que maintenant, ce sont des zones où les djihadistes sont tout proches, et c'est quelque chose de très inquiétant, et quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé il y a quelques années en arrière. Et bien évidemment, ce n'est pas l'armée française qui arrivera à régler cette solution par la politique de la grosse Bertha. Ça serait de régler le problème du djihadisme, le problème du terrorisme sera résolu par la question du développement, de la lutte contre la corruption, de la lutte contre la mauvaise gouvernance. On voit que ces régions où les djihadistes pullulent, ce sont les régions les plus pauvres. Par exemple, là où il y a eu des attentats, le nord du Togo, c'est une région abandonnée du pouvoir central, la région du lac Tchad, la région des 3 frontières entre le Mali, le Niger, le Burkina Faso, c'est des régions où il n'y a pas d'hôpitaux, où il n'y a pas de routes, où les pouvoirs centraux se sont jamais intéressés, et aujourd'hui, où finalement les djihadistes ont pris la place d'États faillis qui ont souvent été soutenus par la France. Donc on peut encore redéployer pour la énième fois, repenser les dispositifs militaires français en Afrique. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, la France fait plus partie du problème que de la solution et ne pourra pas endiguer le terrorisme au Sahel, surtout qu'il y a un vrai, et ça Théophile le confirmera, une vraie hostilité des peuples vis-à-vis de cet État français qui, 60 ans après les indépendances, continue à maintenir une sorte de tutelle sur les États africains. On l'a vu avec les protestations qu'il y a pu avoir en novembre et décembre dernier, quand il y avait des convois français qui remontaient depuis Abidjan pour aller jusqu'au Mali, et où il y avait des populations, que ce soit au Niger ou au Burkina Faso, qui manifestaient contre cette présence finalement française, qui est accusée à la fois
fois de maintenir ce lien de domination, cette tutelle, et qui est à la fois accusé d'être complètement inefficace face aux terroristes. Moi, je pense que quand on racontera les années Macron, en tout cas sur le terrain de la relation entre la France et l'Afrique, je pense que le mot de déni reviendra souvent, parce qu'il me semble qu'il y a un très grand déni. Et aujourd'hui, la concurrence russe en Afrique francophone aide ceux qui promeuvent ce déni, puisque finalement, toute critique et toute hostilité vis-à-vis de la politique française en Afrique est désormais interprétée comme une sorte d'allégeance à Wagner, aux Russes, etc. Et cocorico, on sort le drapeau et finalement, on demande aux gens de marcher au pas s'ils ne veulent pas montrer qu'ils sont de mauvais Français. Et pourtant, ce qui se déroule aujourd'hui, ce désamour, il était inscrit dans l'histoire, puisqu'il y a eu un certain nombre de moments de lâchage, de moments où, disons, cette relation qui était déjà naturellement déséquilibrée, c'est encore plus déséquilibré au détriment des Africains. Je pense notamment à la dévaluation du franc CFA en 1994. En fait, je ne sais pas si les gens peuvent se rendre compte en France que du jour au lendemain, les gens ont perdu la moitié de leurs revenus parce qu'un document a été signé par le gouvernement Balladur et imposé au chef d'État et au ministre des Finances africain. Ça, c'était un moment clé. Par la suite, il y a eu d'autres moments clés. Il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire et le retour du refoulé avec les militaires français qui faisaient la circulation dans la rue, une sorte d'occupation à l'irakienne qui a été très mal vécue en Afrique subsaharienne et qui a été complètement ignorée en France. Il y a eu même la guerre en Libye, parce qu'effectivement, Mouammar Kadhafi était un dictateur, mais ce déni de souveraineté qui a été opposé aux Libyens et qui a précédé finalement, parce que juste après, Kadhafi a eu des violences racistes contre les Libyens noirs et d'autres subsahariens et des subsahariens, en fait, ça a été aussi un moment clé. Il y a un certain nombre de moments clés comme ça qui ont alimenté ce désamour. Effectivement, il y avait c'était trop fusionnel, trop confusionnel, et il n'y avait pas eu la rupture post-coloniale, et quelque part, les deux parties s'y plaisaient un peu, mais il y a aussi la question des visas, parce que les visas n'ont pas toujours existé, la question des sans-papiers, toutes ces questions ont dégradé la relation. Effectivement, de toute façon, tout bouge, tout change, mais pour pouvoir prendre acte des changements et aller vers une nouvelle donne, il faut au moins avoir le courage de regarder en face ce qui n'a pas fonctionné. On continue de parler de l'Afrique. D'après l'hebdomadaire Un Jeune Afrique, Emmanuel Macron pourrait se rendre en Afrique à la fin du mois, plus précisément au Cameroun et au Bénin. Pourquoi avoir choisi ces deux destinations et quels sont les enjeux ? Alors, en fait, je pense qu'il y a deux raisons totalement différentes sur le Cameroun et le Bénin. C'est les pays où il n'a jamais été pendant son premier quinquennat. Alors, pour le Bénin, c'est très clair, puisqu'il y a des incursions djihadistes qui sont assez fréquentes depuis 2019. Au nord du Bénin, il y avait même 2 touristes français qui avaient été enlevés en 2019 et qui avaient été libérés par un commando de l'armée française. Et depuis, il y a des attaques très régulières au nord du Bénin qui ont déstabilisé complètement cette partie du pays. Donc évidemment, le Bénin pourrait devenir un théâtre d'opérations secondaires pour l'armée française dans le cadre du déplacement de la menace terroriste qui descend vers les côtes. Macron, pour ça, est prêt à faire complètement fi du durcissement autoritaire du régime béninois. Le Bénin, depuis quelques années, avait été une grande réussite démocratique. Depuis les années 90. Depuis les années 90. Et il y a eu un président qui est un affairiste, qui est l'homme le plus riche du pays, qui a été élu en 2016, Patrice Talon, qui petit à petit a complètement étranglé la vie démocratique, mettant des opposants en prison, les condamnant à plusieurs dizaines d'années d'emprisonnement. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron est prêt à s'asseoir dessus au nom de la lutte contre le terrorisme, comme il coopère avec le pays voisin, le Togo, où il y a la même famille qui est au pouvoir depuis 1967. Pour le Cameroun, c'est plus compliqué. On a un président qui est en place depuis 40 ans, qui s'appelle Paul Biya, qui a au moins 89 ans, qui règne sur ce pays d'une main de fer depuis toutes ces années. Et ce pays, on a l'impression qu'il est complètement dans l'attente, qui vit dans l'attente de la mort de Biya, et ça sera sûrement signe de la déstabilisation de ce pays, puisqu'on sait qu'il y a des problèmes au nord avec les incursions terroristes de Boko Haram, on sait qu'on a des problèmes au nord-est et au nord-ouest dans les régions anglophones où il y avait des insurrections qui ont émergé. Là, c'est pas tant la problématique du terrorisme qui amène Emmanuel Macron, c'est peut-être une autre question, puisque on sait que le port de Douala, qui est un des plus grands ports à conteneurs de la sous-région, a
été l'enjeu d'une bataille entre les réseaux Bolloré et les réseaux Macron ces dernières années. Ce port qui alimente non seulement le Cameroun, mais alimente aussi des pays comme le Tchad et la Centrafrique, était longtemps détenu par Bolloré. En 2019, comme par hasard, ce port le contrat est arrivé à expiration. On l'a donné à MSC. MSC, qui est une compagnie italo-suisse, mais dont la famille est liée à Alexis Kohler, le tout-puissant secrétaire général à l'Élysée, qui est considéré par certains comme le vice-président. Et aujourd'hui, on ne sait pas trop ce que le contrat de ce port va venir. Donc, est-ce que Emmanuel Macron se rend sur place pour pousser à ce que MSC reprenne les activités de port? Parce que je sais qu'il y avait le gouvernement camerounais hésitait à le nationaliser. En tout cas, je pense qu'il y a des enjeux vraiment économiques et cachés qui sont à l'origine de cette visite. Et puis aussi la volonté de garder le précaré français vivant. On sait que très récemment, le Cameroun et la Russie ont signé un accord militaire de défense. Donc, la France, qui ne conçoit plus sa politique africaine que par une sorte d'affrontement avec la Russie, se précipite pour essayer de donner des gages à un vieux dictateur agonisant et chancelant pour éviter que le Cameroun tombe dans l'escarcelle russe, comme ça a été le cas de la Centrafrique ou le Mali. Et tout ça au détriment des peuples, puisqu'il faut quand même savoir qu'au Cameroun, il y a encore des dizaines d'opposants qui sont emprisonnés. Il y avait eu des élections présidentielles qui avaient été volées, le principal opposant, Maurice Kamto, qui avait été embastillé. Et tout ça est complètement passé sous silence par l'Élysée, qui ne cesse de soutenir les potentats locaux. Alors, on va peut-être ironiser en disant qu'au Cameroun, il y a une forme de diplomatie portuaire, puisqu'on se souvient que la dernière visite d'un président de la République française au Cameroun, c'était François Hollande, et que juste après, le port de Kribi, donc le deuxième port du pays, avait été octroyé à Bolloré, alors que le gouvernement de ce pays disait qu'il voulait diversifier et donner à un autre opérateur. Bon, là, il s'agit du plus gros port d'Afrique centrale, de l'ancienne AEF, pour dire, qui va être peut-être l'enjeu de cette visite. Mais je pense qu'une fois de plus, c'est un signe de cet aveuglement. Le Cameroun va très mal. On ne sait pas où est-ce qu'il va aller. Et c'est une sorte de pays chancelant qui risque de s'effondrer à tout moment. Et au lieu de poser les véritables problèmes de manière sérieuse et rationnelle, on le voit parce qu'on veut préserver je ne sais pas quoi, parce que si demain ce pays s'effondre sous ces contradictions, et ben en fait il n'y aura plus d'économie possible dans ce pays, il n'y aura plus d'intérêt portuaire à défendre, il y aura juste encore un chaos, il y aura encore l'armée française qui va arriver avec ses gros sabots et qui va essayer, finalement elle va être obligée d'être partout présente sur un territoire qui est bien plus grand que la France, et peut-être même si on voit l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, peut-être même plus grand que l'Union européenne. Forcément, le Cameroun c'est aussi un pays, c'est mon pays d'origine, c'est un pays où il y a un très fort sentiment anti-français, anti-politique française, et qui peut même déboucher sur franchement un sentiment anti-français réel, parce que aussi les comptes du passé n'ont pas été soldés. C'est un pays où il y a eu une guerre d'indépendance, contrairement à l'Algérie, ça s'est mal terminé pour les combattants de l'indépendance. Il y a eu des massacres épouvantables, il y a eu l'utilisation du napalm, il y a eu des centaines de milliers de morts avant l'indépendance et après l'indépendance. Et quand tu regardes la presse, les archives de l'Express ou du Figaro, tu vois qu'en fait, en réalité, ceux qui se battaient pour leur indépendance sont jusqu'à présent qualifiés de terroristes dans les articles qui sont toujours en ligne. Et en fait, il y a une sorte d'immense amertume. Et donc, Emmanuel Macron, il y va, il prendra forcément des coups en termes d'image, de marque, pour lui et pour la France, mais effectivement, peut-être qu'il réussira à avoir des marchés pour MSC et pour d'autres compagnies, parce que le Cameroun est un pays assez riche, avec des richesses minières et agricoles évidentes, mais c'est un pays qui va très mal et qui pourrait entraîner dans sa descente aux enfers d'autres pays. C'est quand même un pays où vous avez des rebelles à l'ouest, à la frontière avec le Nigeria, où il y a une situation à l'est compliquée avec la Centrafrique et des rebelles disponibles à la frontière à l'est. Dans le nord, on a l'affaire Boko Haram, et on avait à un moment donné des coupeurs de route dont on se demandait s'ils n'étaient pas les hommes de main de l'ancien président tchadien soutenu par la France, Idriss Déby. Bref, c'est un ensemble de contradictions qui mériterait, si on était sérieux, que l'Union africaine, que des pays partenaires comme la France, les États-Unis et la Chine aussi fassent des pressions pour que les choses aillent mieux.
pour l'intérêt public. Mais l'intérêt public n'est jamais la priorité quand il s'agit de la relation des grandes puissances à l'Afrique. Et voilà, demain, quand il y aura des vrais problèmes, le JT de TF1, le JT de France 2, tout le monde va débarquer et on va en conclure à l'incapacité naturelle et féconde des Africains de prendre soin d'eux-mêmes. Voilà, c'est comme ça aussi que les conceptions racistes même se développent, parce que finalement, on n'a pas expliqué l'enchaînement des choses qui font que tout va mal. Parlons maintenant des aventures peu glorieuse à l'étranger d'un autre président, l'Américain Joe Biden. Celui-ci s'est rendu en Arabie Saoudite, où il a reçu un accueil glacial de la part du prince héritier Mohammed Ben Salman. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir que Joe Biden, quand il y avait eu l'assassinat de Jamal Khashoggi, avait promis de faire de l'Arabie Saoudite un paria, de le mettre au banc de la communauté internationale. Et puis là, tout d'un coup, on revient à la réelle politique parce qu'il y a une augmentation des cours du pétrole. Joe Biden sait que dans quelques mois, il y aura les élections de mi-mandat et qu'un prix de l'essence trop élevé ferait mauvais genre aux États-Unis, risquait de lui coûter quelques voix. Et donc, évidemment, il a été obligé d'aller à Canossa, d'aller voir ce prince héritier, de faire amende honorable, de enterrer le dossier de Jamal Khashoggi. Et puis d'ailleurs, le dossier de toutes les violations des droits de l'homme qui sont monnaie courante en Arabie Saoudite. C'est aussi pour normaliser les relations entre Israël et l'Arabie Saoudite, cette visite. Il y a ça aussi, mais il y a surtout la volonté d'essayer de faire augmenter l'offre de pétrole, la production de pétrole pour faire baisser les prix, ce qui n'a pas réussi à voir. Et après, effectivement, il y avait la question de normaliser, puisque depuis 2020, les accords d'Abraham, un certain nombre de pays du Golfe et Israël normalisent leurs relations. Ça a déjà été le cas des Émirats arabes unis, ça a déjà été le cas du Bahreïn. Alors, Joe Biden a essayé d'inaugurer une ligne entre Israël et l'Arabie saoudite, ce qui a été tout de suite tempéré par la monarchie saoudienne, qui semble quand même pas tout à fait prête, ça viendra peut-être à normaliser ses relations avec l'État hébreu. Mais ça montre aussi à quel point on peut être dépendant. Ça marche au Moyen-Orient, mais ça marche aussi en Afrique. Les grandes puissances occidentales peuvent être devenues dépendantes de ces dictatures, de ces monarchies qui contrôlent des ressources minières. À un moment, je ne sais plus si c'était Antoine Glaser qui avait parlé, on n'était plus dans la France-Afrique, mais l'Afrique à France. Finalement, c'était les dictateurs africains qui pouvaient imposer en quelque sorte leurs conditions. C'était des bailleurs de fonds. Leurs conditions à l'ancienne puissance coloniale. Et là, finalement, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les États-Unis, qui ont aidé la monarchie des Saouds à prospérer, finalement, se retrouvent tributaires de cette même monarchie et sont obligés de s'asseoir sur leurs principes, sur les valeurs qu'ils défendent pour justement des questions pétrolières ou des questions de rétablissement de relations entre Israël et les monarchies du Golfe. Alors, je pense que Bertrand Badi, qui est un politiste que j'apprécie beaucoup, il doit être aux anges parce qu'il a théorisé depuis un certain nombre d'années l'impuissance de la puissance. Les États-Unis vont défendre les Saouds, se taire sur l'assassinat de Shirin Abu Akleh et défendre la dérive du gouvernement israélien qui devient un gouvernement d'extrême droite structurellement. Pour finalement se sortir de la nasse, on va à Canossa, on va demander quasiment pardon aux Saoudiens à qui on avait dit qu'ils étaient allés trop loin. Le monde que nous observons naître devant nos yeux est assez déconcertant, je trouve. Et finalement, on se demande quelles sont même les marges de manœuvre des puissants de ce monde, c'est-à-dire des grandes puissances comme les États-Unis, voire la Chine. Je pense que d'un point de vue théorique, c'est assez troublant. Moi, je sais pas, c'est très difficile aujourd'hui de donner des leçons, d'ailleurs, à Joe Biden, parce que, de fait, ce monde d'interdépendance, marqué par la capacité de nuisance des puissances moyennes et même des petits pays, appelle à réformer complètement nos conceptions de la diplomatie. C'est vraiment la thèse de Bertrand Badi et on est au cœur de cela. C'est-à-dire, il n'y a plus de pays qui n'est pas important. Et du coup, il n'y a plus de grandes puissances en tant que telles. Et il faut donc revenir de ces vieilles conceptions et inventer quelque chose de nouveau. Mais comment ? On continue de parler du Moyen-Orient. La France semble aussi avoir choisi son camp en affichant une amitié sans ombre avec les pétromonarchies. Est-ce la fin de la France comme patrie des droits humains ? Ça fait bien longtemps que c'est terminé. La France, comme défenseur des droits de l'homme, figure secourable pour tous les hommes, comme disait André Malraux, notamment sur le Moyen-Orient. Ça fait bien longtemps que plus aucun président ne menace d'aller prendre son avion. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go.
Let them do. No, no problem. No, this is not a method. This is a provocation. That is provocation. Je me souviens de l'époque où on accueillait Yasser Arafat, c'est-à-dire on a complètement délaissé la cause palestinienne et puis la question des droits de l'homme. On est devenu un pion sur l'échiquier mondial, une puissance moyenne, voire une puissance médiocre, qui essaie de faire ce qu'elle peut et ce qu'elle sait faire de mieux aujourd'hui, à savoir non plus défendre des principes, mais vendre des armes. Et on l'a fait très très bien en Arabie Saoudite et aux Émirats, où en Arabie Saoudite, on a vendu presque 1,5 milliard d'euros d'armement, notamment de véhicules blindés et de missiles, qui ont permis d'aller notamment bombarder des civils yéménites, cette affreuse guerre qui, depuis 2014, a fait au moins 230 000 morts selon les Nations Unies. Donc on voit bien que ça fait bien longtemps qu'on a abandonné les principes pour défendre une sorte de réel politique à la petite semaine. Et ça montre bien le déclassement de la puissance française, un déclassement qui est un peu à l'œuvre partout dans le monde et dont on parlait avant en Afrique, où finalement on est en train de perdre ce qu'on a toujours considéré comme notre précaré. Et ça fait bien longtemps qu'au Moyen-Orient, on est complètement à la remorque des autres puissances. Je vois bien, moi j'étais au Bahreïn au mois de mai, Bahreïn qui est une monarchie sunnite, mais dans un pays à majorité chiite, où il y a eu une tentative de révolution en 2011 qui a été écrasée dans le sang, et notamment avec l'aide du voisin saoudien. On voit bien que la France n'a plus qu'une diplomatie économique et ne dénonce nullement les violations des droits de l'homme qui sont à l'œuvre dans cette petite monarchie où on enferme des gamins mineurs dans des prisons de haute sécurité, on tue des opposants, on les fait disparaître sans que aucune des grandes puissances, et surtout pas la France qui est complètement déclassée, ne proteste. Il y a aussi quelque chose qui s'est joué dans ce déclassement et cette diplomatie qui se regarde quasiment uniquement sur le point de vue des ventes d'armes qui peuvent être faites, c'est la guerre en Irak. Parce que Jacques Chirac s'était opposé à la guerre en Irak. Et puis pour donner des gages finalement, et aussi sous la pression des milieux plus atlantistes de son propre camp ici en France, en fait finalement, juste après la guerre en Irak, il a tout abandonné. Il a abandonné toute velléité de politique indépendante au Moyen-Orient. Et dès lors, que faire? Puisque effectivement, le lobby militaro-industriel français, il est structurant, il contrôle même une partie des médias. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vendre pour oublier que finalement, on a perdu toute ambition diplomatique au sens propre du terme. Et je pense que cette géopolitique caractérisée par une sorte d'emprise de grandes entreprises sur la diplomatie d'un certain nombre de pays, en fait, elle coûte vraiment au camp de la paix. Thomas parlait de la guerre au Yémen, mais qui se souvient quel est le but de guerre des différentes parties au Yémen? Qui parle d'une possible paix au Yémen, d'accord de paix? Personne. On dirait que la paix est devenue une sorte de valeur dépassée, surannée, et qui n'intéresse plus personne. Et je pense qu'en réalité, c'est peut-être parce que personne n'y comprend rien à ces conflits, ne veut rien y comprendre, et que certains estiment de manière assez cynique que les conflits sont le carburant d'un réarmement des pays qui ont assez d'argent pour payer toute cette quincaillerie. Peut-être que c'est parce que c'est une guerre qui oppose des Arabes et donc on s'y intéresse pas tellement. Enfin, je veux dire, l'Occident, les pays occidentaux n'ont pas pris part à cette guerre de manière décisive et franche. Paul Valéry disait quelque chose, la guerre c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent mais qui ne se massacrent pas. Et c'est peut-être le résumé de toutes les guerres dans le monde, et ça montre bien l'indifférence, au-delà du fait que c'est loin, que ce sont des pays lointains, que ce sont des populations qui, vu du point de vue très gaulois, nous sont étrangères. Je pense que c'est une vraie réalité. Théophile, Thomas, je vous propose de rendre l'antenne. Je vous remercie de nous avoir suivis aussi nombreuses et nombreux. On vous rappelle que la campagne d'abonnement se poursuit. On compte sur 15 000 nouvelles souscriptions pour pouvoir soutenir cette nouvelle saison qui s'annonce très riche au mois de septembre. On vous dit à très bientôt. Au mois de mars, le média était au bord du gouffre. Et il s'en est fallu de peu pour qu'il disparaisse. Mais grâce à votre mobilisation, nous avons tenu bon. Merci à vous. Grâce à vous, nous avons pu produire 150 matinales avec 200 invités qui ont réuni près de 30 millions de vues. Nous avons respecté l'engagement du manifeste du média. Malgré nos modestes moyens, nous avons combattu la haine de l'extrême droite, la violence de la Macronie, mais aussi les mensonges des grands médias. Que la manifestation soit déclarée ou non, on a le droit de dire stop, de dire non dans la rue. C'est un droit, c'est légal, et voici la réponse. Quand j'entends le mot violence policière,
Personnellement, je m'étouffe. Je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. Depuis 3 ans, rien n'a été fait pour l'hôpital. Moins de lits, moins de personnel qu'en janvier 2020. Est-ce que c'est un scandale que l'État, des ministères, puissent avoir recours à des cabinets de conseil? Je vois pas comment on peut pas parler de détournement d'argent public, puisque notre argent public de contribuables n'a servi à rien. Comme vous le voyez, le média a toujours remis l'église au centre du village. Il a donné de la voix aux engagés, aux révoltés, à tous les combats oubliés d'une presse mainstream qui ne donne la parole qu'aux puissants et aux prêcheurs de haine. Au moment où Emmanuel Macron commence son second quinquennat, et même si les législatives peuvent le freiner, nous avons plus que jamais besoin de médias de résistance, libres et gratuits. À la rentrée, nous allons revenir encore plus fort, encore plus impertinent. Après avoir fait irruption dans le monde merveilleux des matinales mainstream, nous vous proposons un tout nouveau projet, plus décapant encore, nous incruster dans la case du 18-20h. C'est le fameux soir où elle vous accuse de viol? Il s'est rien passé. Il s'est rien passé, cher Yann. On a l'impression que vous avez quand même un mental d'acier. C'est sûr que c'est un parcours pas commun. Est-ce une bonne chose? Non, à voilà, 80%. merci. Voilà les gars, et je vois sur les réseaux, c'est un truc de fou. Vous avez envie de voir autre chose le soir en rentrant à la maison? Eh bien, nous aussi. C'est pourquoi nous vous proposerons dès la rentrée une émission à 18h qui s'appellera Toujours debout. Alors non, ce n'est pas une reprise de la chanson de Renaud. Ce n'est pas non plus un hommage à Valérie Pécresse. Debout! Toujours debout sera un tout nouveau terrain de débat, de critique de l'actualité politique sans détour, avec un regard neuf, un ton décalé, à contre-courant de ce que l'espace médiatique nous sert jusqu'ici, avec des reportages de terrain et des chroniques sans concession. Cette émission, nous allons la construire avec vous. Car le média, ce n'est pas seulement une équipe de journalistes professionnels, ce sont 4500 sociétaires appartenant à la plus grande coopérative médiatique de France. Une coopérative engagée qui ne sera jamais sous le joug d'un milliardaire qui dicterait notre ligne éditoriale. Mais vous le savez, si nos contenus vidéo sont proposés gratuitement, leur production coûte cher, très cher. On met un pognon dedans. Et un format de l'ambition de Toujours debout mobilisera des moyens inédits. Ainsi, pour que cette ambitieuse saison 6 du média puisse voir le jour, notre objectif est d'atteindre le prochain palier des 15 000 abonnés. Pour être une véritable alternative médiatique. Abonnez-vous, aidez-nous à atteindre le prochain palier de 15 000 abonnés pour que le média, votre média, reste toujours debout.